Dans l'ombre d'Atlanta, une voix s'est éteinte, mais son écho refuse de se taire. Voici l'histoire d'Adèle Martin, une femme qui a défié l'injustice jusqu'à son dernier souffle. Avant de commencer, un petit geste. Commentez Justice. Si vous soutenez Adèle, abonnez-vous et regardez jusqu'à la fin pour un moment inattendu. Le soleil d'Atlanta pesait lourd, comme un drap de plomb sur les toits bas du quartier sud. Les rues, fendillées par le temps, exhalaient une chaleur moite, presque vivante. Adèle Martin, silhouette frêle mais droite, se tenait sur le perron de sa maison. Ses cheveux gris, noués en un chignon serré, capturaient les reflets dorés du crépuscule. À 72 ans, elle portait encore l'élégance discrète d'une ancienne infirmière militaire, celle qui avait pansé des blessures sous les bombes, sans jamais trembler. Dans ses mains, un sac poubelle, anodin, rempli de boîtes vides et de restes d'un dîner frugal. Elle avançait lentement, ses pantoufles glissant sur les marches usées. Le silence du quartier, seulement troublé par le bourdonnement lointain d'un ventilateur, semblait l'envelopper comme une prière. Mais ce silence n'était pas paisible. Il portait une tension, une attente, comme un ciel avant l'orage. À quelques mètres, une voiture de police argentée fendit la rue. Pas de sirène, pas d'avertissement, juste le grondement rauque du moteur. Les pneus crissèrent, mordant l'asphalte. 3 officiers en sortirent, leurs ombres longues étirées par le soleil bas. Victor Durand, jeune, nerveux, menait la marche. Ses yeux brillaient d'une lueur fébrile, celle d'un homme qui cherche un ennemi là où il n'y en a pas. Derrière lui, le sergent Moreau, un vétéran aux tempes grises, avançait avec la lourdeur de celui qui sait, mais ne dit rien. La troisième, une recrue, Claire Vasseur, suivait, ses mains crispées sur sa ceinture, comme pour se convaincre qu'elle appartenait à cette scène. Adèle s'arrêta, elle posa le sac à ses pieds, ses yeux noirs fixant Durand sans ciller. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix calme, précise, comme une note de violoncelle dans le tumulte. Durand ne répondit pas. Son regard glissa sur elle, sur sa peau sombre, sur ses vêtements simples, comme si elle était une équation à résoudre par la force. « Mains en l'air, à genoux !» cria-t-il, sa voix tremblante d'adrénaline. Adèle ne bougea pas par défi, mais parce qu'elle ne comprenait pas. Elle, qui avait recousu des soldats déchiquetés, qui avait tenu la main de mourant, n'allait pas s'agenouiller devant un ordre absurde. « Je suis chez moi », dit-elle, ses mots posés comme des pierres sur un chemin. Mais Durand n'écoutait pas. Dans son esprit, tout convergeait vers une menace. Une femme noire, une porte ouverte, une poursuite avortée dans une ruelle. Il ne vit pas Adèle Martin, il vit un obstacle. Sa main serra la crosse de son arme. Un instant, le monde sembla retenir son souffle. Puis, un claquement sec, froid, comme une branche qui se brise. Adèle s'effondra, son corps glissant sur les marches, le sac poubelle éclatant à ses côtés. Des boîtes roulèrent, cliquetant sur le béton. Une tache rouge s'élargit sur sa chemise grise, comme une fleur vénéneuse éclosant sous le soleil. Le quartier s'éveilla d'un coup, des rideaux s'écartèrent, des cris d'enfants percèrent l'air. Madame Clara, voisine d'Adèle, se figea sur son porche, sa canne tremblant dans sa main. Ses lunettes glissèrent sur son nez, mais elle ne les ajusta pas. Elle regardait, incrédule, le corps d'Adèle, cette femme qui, chaque matin, arrosait ses hibiscus avec une tendresse presque sacrée. À une fenêtre, Léo, un garçon de 12 ans, serrait sa caméra, un vieux modèle offert par son oncle. Ses mains tremblaient, mais il avait filmé tout. Le cri de Durand, le regard d'Adèle, le coup de feu. Il recula dans l'ombre de sa chambre, le cœur battant comme un tambour de guerre. Clara murmura quelque chose, un mot, peut-être une prière, mais le vent l'emporta. 3 minutes plus tard, un SUV noir dérapa au coin de la rue. La portière s'ouvrit et Julien Martin en sortit. Grand, large d'épaules, il portait l'aura d'un homme habitué à marcher dans des tempêtes. Ancien opérateur des forces spéciales, formé à Fort-Bragg, il avait vu la mort sous toutes ses formes, mais rien ne l'avait préparé à ceci. Ses yeux, sombres comme ceux de sa mère, se posèrent sur le perron. Adèle gisait là, immobile, une main encore tendue, comme si elle voulait expliquer quelque chose, une dernière fois. Julien ne cria pas, ne courut pas. Il avança,
chaque pas pesant comme un verdict. Il s'agenouilla, posa la tête de sa mère sur ses genoux, ses doigts effleurant sa joue, déjà froide. Pas de pouls. Il pressa son oreille contre sa poitrine, espérant un battement, un souffle, un miracle. Rien. Le monde autour de lui s'effaça. Les officiers figés, les voisins murmurent, le vent tiède. Il n'y avait plus que lui et elle, et l'écho d'une promesse brisée. Julien releva les yeux. Durand, pâle, transpirant, tenait encore son arme, les doigts crispés, comme s'il ne pouvait lâcher la faute qu'il venait de commettre. Moreau, le sergent, s'approcha, son visage blême. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» murmura-t-il, sa voix brisée. Claire, la recrue, fixait le sol, ses lèvres tremblantes. « Je n'ai vu personne entrer dans la maison, » dit-elle, presque à elle-même, comme si elle cherchait à se convaincre. Julien ne dit rien. Il n'accusa pas, ne menaça pas, mais son regard, froid comme l'acier, fit reculer Durand d'un pas. « Vous avez tiré sur ma mère, » dit-il enfin, chaque mot taillé dans la pierre. « Parce qu'elle était noire, n'est-ce pas? Pas une question, une constatation. » Les officiers détournèrent les yeux, incapables de soutenir ce regard qui semblait voir à travers eux, à travers le système qu'ils représentaient. Julien se releva, tenant toujours la main d'Adèle. Il sortit un téléphone sans marque, tapa un code. Une voix féminine, mécanique, répondit à l'autre bout. « Ligne stratégique opérationnelle, identifiez-vous. » Julien parla, sa voix basse, précise. « Opérateur stratégique, code MTETA 312, rapport de perte civile, type A. Relation directe, ma mère, Adèle Martin, Atlanta. Activation du protocole de réponse domestique, niveau maximal. » Un silence, puis un clic sec. « Confirmé. Équipe en route dans 18 minutes. Contenez la zone. » Julien raccrocha. Il ne regarda pas les officiers. Il s'assit sur les marches, près du corps de sa mère, comme un gardien veillant sur un sanctuaire profané. Les voisins, tapis derrière leurs rideaux, sentirent l'air changer. Ce n'était pas un fils en deuil. C'était un homme qui venait de déclarer une guerre silencieuse. Dans l'ombre d'une maison voisine, Madame Clara s'appuya sur sa canne, ses yeux humides mais résolus. Elle connaissait Adèle depuis 30 ans, depuis les jours où elle partageait un café sur le porche, riant des petites choses, pleurant les grandes. Adèle lui avait raconté un soir les nuits passées dans des tentes médicales, sous les bombes, à sauver des vies. « J'ai vu la mort, Clara, » avait-elle dit, « mais je n'ai jamais eu peur. » Clara murmura pour elle-même. « Tu n'as pas eu peur aujourd'hui non plus. » Elle rentra chez elle, ferma la porte, mais garda la lumière allumée, comme pour défier l'obscurité qui s'installait. Léo, lui, serrait toujours sa caméra. Il n'avait pas osé revoir la vidéo, mais chaque image était gravée dans son esprit. Adèle, droite, digne, puis le cou, son corps tombant comme une feuille d'automne. Il glissa la caméra sous son lit, dans une boîte à chaussures, comme un secret trop lourd pour un enfant. Mais il savait qu'il devrait la ressortir. Son oncle lui avait dit « Filme ce que tu vois, Léo, même les choses qu'on veut oublier. » Et Léo, malgré la peur, sentait qu'il portait quelque chose d'important, quelque chose qu'Adèle aurait voulu qu'on voie. Julien, assis sur le perron, sortit un carnet en cuir de sa poche. À l'intérieur, une photo jaunie, lui, enfant, riant avec Adèle devant une barrière en bois. Il la fixa, mais son esprit était ailleurs, dans les sables rouges de l'Afghanistan, où il avait appris à lire les silences avant les explosions. Quelque chose clochait. Le départ précipité de sa mission, les ordres vagues, le retrait de ses codes d'accès. Et maintenant, ceci. Ce n'était pas un hasard. Il referma le carnet, ses doigts serrant le cuir comme s'il pouvait y enfermer la douleur. Il se releva, ses yeux balayant la rue. Une voiture passa lentement, sans s'arrêter. Un rideau bougea à une fenêtre. Le quartier savait, mais il se taisait, pas par peur mais par habitude. Julien marcha jusqu'au coin de la rue, où une vieille épicerie tenait encore debout, ses néons clignotant faiblement. Monsieur Alvarez, le propriétaire, un Cubain aux cheveux blancs, le reconnut immédiatement. « Le fils d'Adèle, » murmura-t-il, posant un sac de papier sur le comptoir. « Je l'ai vu, il y a quelques semaines. 2 flics l'ont arrêté dehors, sans raison. Ils ont fouillé son sac, l'ont regardé comme si elle était une étrangère.
Il secoua la tête. Elle n'a pas baissé les yeux, Julien. Elle les a fixés, droites, comme toujours. Julien hocha la tête, ses lèvres serrées. Alvarez ajouta: « Ils ont dit qu'elle n'avait pas l'air d'être d'ici, comme s'il y avait un moule pour ceux qui appartiennent. » Julien ne répondit pas, mais ses yeux, sombres comme un puits sans fond, enregistrèrent chaque mot. De retour chez sa mère, Julien s'assit à la table de la cuisine. Un vase de fleurs en plastique trônait au centre, intact, comme Adèle l'aimait. « Les vraies fleurs meurent trop vite, » disait-elle. Sur la table, une note. « Aller au marché, prendre du lait. » Julien la lut, et quelque chose en lui se brisa, pas bruyamment, mais comme une fissure dans une pierre. Il ouvrit un tiroir, trouva un carnet. L'écriture d'Adèle, nette, précise, listait des tâches quotidiennes. Appeler l'assurance, réparer le robinet. Mais une ligne, soulignée en rouge, attira son attention. Hotline des plaintes, nouveau numéro, appelé, pas de suivi. Julien tapa le numéro sur son téléphone. Une voix automatisée répondit « Numéro non attribué ». Il ferma les yeux, non pas pour pleurer, mais pour laisser la colère se transformer en quelque chose de plus dangereux, une stratégie. Le lendemain, à l'aube, Julien marcha jusqu'à l'épicerie d'Alvarez. Le vieil homme était déjà là, balayant le trottoir. « Ils l'ont arrêté plusieurs fois, Julien, » dit-il, sa voix rauque. « 3, peut-être 4 fois. Toujours les mêmes questions, toujours les mêmes regards. » Il posa son balai, fixa Julien. Elle n'a jamais plié, tu sais. Elle les regardait dans les yeux, et pour eux, c'était un crime. Julien hocha la tête, ses poings serrés dans ses poches. Il rentra, alluma l'ordinateur d'Adèle, un vieux modèle à l'écran terne. Pas de mot de passe. Rien à cacher, disait-elle toujours. Mais Julien savait que même les silences cachaient des vérités. Il trouva un fichier, un rapport de plainte daté de quelques semaines. Adèle y décrivait une fouille sans motif, 2 officiers, Durand et Campbell. « Je veux juste vivre en paix », concluait-elle. Julien transféra le fichier sur une clé cryptée, ses gestes mécaniques, comme s'il préparait une mission. Dans la maison silencieuse, il s'arrêta devant une photo encadrée. Adèle, en uniforme d'infirmière, souriant sous un ciel de guerre. Il toucha le cadre, ses doigts tremblants pour la première fois. Il sortit son enregistreur, un vieux modèle qu'il portait toujours, et lança un message. La voix d'Adèle, douce mais ferme, emplit la pièce. « Où que tu ailles, cette maison t'attendra toujours. » Julien ferma les yeux. Ces mots, qu'il avait écoutés des centaines de fois dans des tentes poussiéreuses, n'étaient plus un refuge. Ils étaient un ordre. Il ne pleurerait pas, il n'accuserait pas, il agirait. Car Adèle Martin, celle qui avait sauvé des vies, n'était pas morte pour rien, et lui, Julien, n'était pas revenu pour se taire. Le ciel d'Atlanta s'était drapé d'un gris lourd, comme une toile tendue au-dessus des rues étroites du quartier sud. Une pluie fine tombait, tapissant l'asphalte d'une lueur miroitante. Julien Martin marchait seul, son pas régulier, ses yeux scrutant chaque coin d'ombre. La maison d'Adèle, derrière lui, semblait endormie, ses volets clos comme des paupières, refusant de voir. À l'intérieur, sur la table de la cuisine, l'ordinateur de sa mère bourdonnait encore, son écran projetant une lumière pâle sur le vase de fleurs en plastique. Julien n'avait pas dormi. Pas par chagrin, mais parce que le sommeil était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. Chaque minute écoulée était une minute où le système, ce monstre silencieux, effaçait un peu plus la voix d'Adèle. Il s'arrêta sous un lampadaire vacillant, sortit son carnet en cuir. Une page, griffonnée à l'aube, listait des cibles, des dossiers, des caméras, des noms. Victor Durand, l'officier qui avait tiré. Campbell, son partenaire lors des fouilles illégales. Et un programme, mentionné dans un rapport qu'Adèle avait rédigé. Civic Awareness Tagging System, CATS. Un nom clinique, presque anodin, mais Julien savait ce qu'il cachait. En Afghanistan, il avait appris à lire entre les lignes des rapports militaires, à repérer les silences qui trahissaient une vérité enfouie. CATS n'était pas un simple outil de surveillance. C'était une arme invisible, un filet jeté sur des quartiers comme celui-ci,
où des gens comme Adèle étaient marqués comme des risques, non pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient. Julien rentra, ses bottes laissant des traces humides sur le parquet. Il s'assit devant l'ordinateur, ses doigts pianotants, avec la précision d'un tireur ajustant sa visée. Il pirata un accès à une base de données interne, un réseau réservé aux unités stratégiques. Pas de mot de passe, juste un code biométrique qu'il connaissait par cœur. L'écran s'illumina, révélant une liste de fichiers cryptés. Il tapa Adèle Martin, Atlanta PD, plainte, 12 derniers mois, rien, pas une trace. Il plissa les yeux. Un système qui efface si bien n'est pas innocent. Il élargit la recherche. Victor Durand, rapport d'usage de force, 24 mois. Là, les données affluèrent. 39 rapports, 9 cas de violence, 4 impliquant des civils non armés. Une suspension, levée après une audience interne sans enregistrement. Julien nota chaque détail, ses lèvres serrées, comme s'il gravait une carte de guerre. Un bruit le fit sursauter. Un craquement, dehors, près de la clôture. Il éteignit l'écran, glissa dans l'ombre, son instinct de soldat prenant le dessus. Par la fenêtre, il vit une silhouette s'éloigner, capuche relevée, disparaissant dans une ruelle. Pas un voleur, pas un curieux, quelqu'un qui observait. Julien ne bougea pas. Il connaissait ce jeu. On l'avait joué contre lui à Kandahar, où les ombres précédaient toujours les embuscades. Il revint à l'ordinateur, mais ses sens restaient en alerte, comme un radar captant chaque souffle du vent. Le lendemain, il se rendit à l'épicerie d'Alvarez. Le vieil homme balayait encore, son visage marqué par la fatigue. « Ils sont revenus », murmura-t-il, jetant un regard vers la rue. Une voiture, hier soir, sans plaque. Ils ont tourné autour de la maison d'Adèle. Julien hocha la tête, ses yeux scrutant l'horizon. « Ils savent que je suis là », dit-il, sa voix basse, comme un murmure porté par la pluie. Alvarez posa son balai, sortit un paquet de cigarettes, en offrit une. Julien refusa. « Elle m'a parlé une fois », continua Alvarez. « Elle disait que le quartier était comme un vieux cœur. Il bat encore, mais personne n'écoute. » Julien esquissa un sourire, fugace, douloureux. Adèle avait toujours vu les choses ainsi, avec cette poésie simple, presque française, héritée des romans qu'elle lisait sous les bombes. De retour chez lui, Julien trouva un message glissé sous la porte, une écriture tremblante, celle de Madame Clara. « Viens me voir, j'ai quelque chose pour toi. » Il traversa la rue, frappa à sa porte. Clara, appuyée sur sa canne, l'accueillit avec un regard grave. « Entre », dit-elle, sa voix douce mais ferme. La maison sentait le thé à la menthe et le bois ancien. Sur la table, un carnet, celui d'Adèle. « Elle me l'a donné, il y a un mois », expliqua Clara. Elle disait « Si quelque chose m'arrive, donne-le à Julien ». Julien ouvrit le carnet. Des listes, des dates, des plaintes. Une page, soulignée en rouge. CATS, surveillance sans motif, ciblage racial. Adèle avait tout noté, comme une cartographe traçant les contours d'un ennemi invisible. Elle savait, murmura Julien, ses doigts crispant le papier. Clara hocha la tête. Elle n'a jamais baissé les bras. Même quand il fouillait son sac, elle les regardait dans les yeux. Julien rentra, le carnet brûlant dans sa poche. Il alluma son enregistreur, écouta encore la voix d'Adèle. « Où que tu ailles, cette maison t'attendra. » Mais ce message, qu'il avait autrefois pris pour un refuge, sonnait maintenant comme un défi. Il ne pouvait pas rester immobile. Il contacta un ancien coéquipier, un hacker discret basé à Norfolk. « J'ai besoin d'un accès aux caméras du quartier », dit-il, sa voix tranchante. Quelques heures plus tard, un lien crypté arriva. Julien visionna les images. Une caméra, près de l'épicerie, montrait Adèle, arrêtée par Durand et Campbell des semaines avant sa mort. Elle tenait son sac, droite, digne, tandis qu'il fouillait sans un mot. Une autre vidéo, plus récente, montrait la poursuite du suspect, un jeune homme en capuche tournant dans une ruelle, loin de la maison d'Adèle. Julien figea l'image. Aucune trace du suspect près du perron. Durand avait menti. Un coup à la porte le tira de ses pensées.
Il glissa son couteau dans sa poche, ouvrit prudemment. Sophie Lemaire, la recrue de la scène du crime, se tenait là, en civil, ses yeux cernés. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante. Julien la laissa passer, sans un mot. Sophie s'assit, ses mains triturant un mouchoir. « Je n'arrive pas à dormir, » avoua-t-elle. « Ce que Durand a fait, ce n'était pas un accident. » Julien la fixa, impassible. « Pourquoi me dire ça ?» Sophie baissa les yeux. « Parce que j'ai vu des choses, dans le département. Des rapports effacés, des plaintes ignorées. Votre mère, elle n'était pas la première. » Elle sortit une clé USB de sa poche, la posa sur la table. Des fichiers internes, des preuves. Julien ne la prit pas tout de suite. Il scruta Sophie, cherchant un piège, mais ses yeux, pleins de honte, ne mentaient pas. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Sophie releva la tête, sa voix tremblante mais résolue. « Parce que si je me tais, je suis comme eux. » Julien brancha la clé. Des dossiers défilèrent, des rapports de plainte, des logs de suppression, des noms. Adèle apparaissait plusieurs fois, marquée comme sujet à surveiller, comportement défiant. Un fichier mentionnait CATS, un programme pilote pour flaguer les citoyens non conformes. Julien sentit une colère froide monter en lui, mais il la contint comme un soldat rangeant une grenade. « Merci, » dit-il simplement. Sophie hocha la tête, se leva. « Faites attention, » murmura-t-elle avant de partir. « Ils savent que vous cherchez. » Julien ferma la porte, son esprit déjà ailleurs, traçant des connexions, des stratégies. Le lendemain, il rencontra Étienne Dubois, un journaliste du Southside Review, un hebdomadaire indépendant. Étienne, la quarantaine, lunettes rondes, avait l'air d'un professeur égaré, mais ses articles mordaient comme des lames. Ils se retrouvèrent dans un café délabré, loin du centre. « J'ai lu le rapport de votre mère, » dit Étienne, sa voix basse. Elle a appelé la hotline plusieurs fois. Rien n'a été fait. Julien glissa la clé USB vers lui. « Publiez ça, » dit-il. Étienne haussa un sourcil. « Vous savez ce que ça déclenchera ?» Julien esquissa un sourire amer. « Je compte dessus. » Étienne prit la clé, ses doigts hésitant un instant. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. Julien le fixa, ses yeux sombres comme un ciel sans étoiles. « Parce que vous n'avez pas peur de regarder la vérité. » 2 jours plus tard, l'article d'Étienne parut. Une voix ignorée. Adèle Martin et le système qui l'a effacé. Pas de sensationnalisme, juste des faits. Les plaintes d'Adèle, les fouilles illégales, les rapports supprimés. La vidéo de Léo, anonymisée, fut projetée dans une église locale sous l'égide du pasteur Élie Moreau. La communauté explosa. Pas de cris, pas de violence, mais une colère sourde, comme un fleuve débordant après des années de retenue. Des affiches apparurent sur les murs. Adèle Martin, elle n'a jamais baissé la tête. Des copies de l'article circulèrent dans les salons, les épiceries, les arrêts de bus. Le quartier, si longtemps silencieux, trouva enfin sa voix. Mais le système riposta. Une nuit, alors que Julien rentrait, 3 hommes l'attendirent dans une ruelle. Pas de masque, juste des capuches et des regards durs. « Tu touches à des choses qui te dépassent », grogna l'un, brandissant un couteau. Julien ne recula pas. Il para le premier coup, frappa le second au foie, brisa le poignet du troisième. Les hommes s'enfuirent, l'un murmurant « Ça ne s'arrête pas là ». Julien resta immobile, le souffle régulier, son sang battant comme un métronome. Ce n'était pas une agression, c'était un avertissement. Il rentra, nettoya une coupure sur son bras et s'assit devant l'ordinateur. La peur n'avait pas de prise sur lui. Pas après ce qu'il avait vu, pas après ce qu'il avait perdu. Il ouvrit un nouveau dossier, copia les fichiers de Sophie, les vidéos, les notes d'Adèle. Il envoya un message crypté à son contact à Norfolk. « Trouve-moi les logs de CATS, tous les noms, tous les quartiers. » La réponse arriva. « Ça va prendre du temps. » Il surveille. Julien tapa. « Je n'ai pas de temps. » Il s'adossa à sa chaise, ses yeux fixant le plafond.
Une phrase d'Adèle lui revint, lue dans une de ses lettres. La vérité ne demande pas la permission, Julien. Elle attend qu'on la prenne. Il ferma les yeux, non pour dormir, mais pour laisser cette phrase s'enraciner, comme une graine dans une terre aride. Le lendemain, Léo vint le voir, sa caméra à la main. « Je veux aider », dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Julien le fixa, vit dans ses yeux la même flamme qu'Adèle avait eue, celle qui refusait de plier. « Garde ça », dit-il, posant une main sur la caméra. « Un jour, tu sauras quoi en faire. » Léo hocha la tête, ses épaules se redressant, comme s'il portait désormais un bout du fardeau de Julien. Clara, de son porche, observa la scène, un sourire triste aux lèvres. « Il ressemble à ta mère », murmura-t-elle, son regard perdu dans le lointain. Julien savait que le combat ne faisait que commencer. Les preuves s'accumulaient, mais le système était une hydre. Couper une tête en faisait pousser deux. Pourtant, il ne doutait pas. Pas avec la voix d'Adèle dans son enregistreur, pas avec les mots de Clara, pas avec les yeux de Léo. Il n'était plus seul. Et ce quartier, ce coin d'Atlanta oublié, n'était plus silencieux. Il vibrait, comme un cœur qui, après des années d'oubli, recommençait à battre. Le ciel d'Atlanta s'était vidé de ses nuages, dévoilant un bleu profond, presque irréel, comme si la ville, épuisée par ses blessures, s'offrait un instant de répit. Les rues du quartier sud, encore marquées par les flaques de la dernière pluie, scintillaient sous les lampadaires. Julien Martin se tenait immobile sur le perron de la maison d'Adèle, son souffle formant de légers nuages dans l'air frais du soir. La maison, avec ses volets craquelés et ses hibiscus flétris, semblait retenir son souffle, comme une vieille amie attendant un adieu. À l'intérieur, la table de la cuisine croulait sous un chaos organisé. Des dossiers empilés, des clés USB alignées, des carnets noircis de notes. Chaque page, chaque fichier était une trace de sa quête, une cartographie minutieuse d'une vérité que le système avait tenté d'enterrer. Julien ne regardait pas la maison. Ses yeux, sombres comme une nuit sans lune, fixaient un point au loin, là où le bitume rencontrait l'horizon. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas, mais en lui, quelque chose vibrait, un écho, une voix, celle d'Adèle. Le carnet de sa mère, usé par le temps, reposait dans sa poche, son cuir râpeux contre ses doigts. Il l'ouvrit, trouva la page qu'il connaissait par cœur. Une ligne, soulignée en rouge. CATS, surveillance ciblée, violation des droits, plaintes ignorées. Ces mots, tracés d'une écriture précise, étaient plus qu'un constat. Ils étaient un legs, un flambeau qu'Adèle lui avait passé, sans le savoir, bien avant ce jour fatidique sur le perron. Julien referma le carnet, ses doigts s'attardant, comme s'il pouvait y capturer un fragment de sa mère. Il n'avait pas pleuré depuis qu'il l'avait trouvée, gisant sur les marches, son sang tachant le béton comme une peinture cruelle. La douleur, il l'avait enfermée, canalisée, transformée en une arme froide, affûtée, prête à frapper là où le système était le plus vulnérable. Dans ces silences. Le procès était imminent. Julien avait fédéré une armée improbable. Plus de 1000 plaignants, des voisins au visage fatigué, des familles brisées par le même système, des inconnus dont les histoires faisaient écho à celles d'Adèle. Ils s'étaient réunis dans l'église du pasteur Élie Moreau, un sanctuaire modeste, aux murs blanchis par le temps, où les vitraux fissurés laissaient infiltrer une lumière douce, presque sacrée. Élie, avec ses cheveux gris et ses yeux pleins de compassion, parlait comme un père consolant ses enfants. Adèle n'était pas une victime, avait-il déclaré, sa voix résonnant sous les poutres. Elle était une lumière, et nous sommes ses reflets. Les murmures d'accords, discrets mais puissants, avaient rempli la salle, comme une vague caressant une plage. Julien, adossé au mur du fond, écoutait, les bras croisés, son visage fermé. Les mots ne l'atteignaient pas comme ils atteignaient les autres. Il n'avait pas besoin de promesses ou de prières. Il avait besoin de résultats. Sophie Lemaire, la policière qui avait brisé le mur du silence, était devenue une ombre dans la vie de Julien.
Elle venait parfois, toujours en civil, ses cheveux blonds attachés en un chignon lâche, ses yeux cernés par des nuits sans repos. Elle avait livré des preuves supplémentaires, des enregistrements radio, des mémos internes, des listes de noms marqués par le programme CATS. « Je ne fais pas ça pour me racheter », avait-elle dit un soir, dans un dîner aux banquettes usées, sous une lumière au néon qui vacillait. Sa voix tremblait, mais ses yeux cherchaient ceux de Julien, comme pour y trouver un jugement ou un pardon. « Je le fais parce que c'est juste. » Julien avait hoché la tête, ses lèvres serrées. Il ne faisait pas confiance, pas encore, mais il voyait en elle une fracture dans le système, une fissure par laquelle la vérité pouvait s'infiltrer. Sophie était devenue plus qu'une source. Elle était une preuve vivante que même les rouages d'une machine pouvaient se rebeller. Étienne Dubois, le journaliste du Southside Review, avait transformé le murmure du quartier en un cri national. Son premier article avait été une étincelle, mais sa série, Les ombres du Cats, était à un brasier. Chaque mot, ciselé avec une précision presque littéraire, dénonçait le programme de surveillance, ses algorithmes biaisés, ses cibles choisies non pour leurs actes, mais pour leur peau. Adèle Martin n'était pas une anomalie, écrivait-il. Elle était une cible, comme des milliers d'autres, dans un système qui préfère l'ordre à la justice. Ces articles, repris par des médias plus grands, avaient fait d'Adèle un nom, un symbole, une cause. Dans les rues, des affiches manuscrites proclamaient « Adèle, notre voix ». Dans les églises, les écoles, les salons, son histoire circulait, portée par une colère douce, mais inflexible, comme un chant révolutionnaire murmuré sous le souffle. Julien, lui, fuyait la lumière. Il coordonnait dans l'ombre, vérifiait chaque document, anticipait chaque piège. Une nuit, alors qu'il classait des fichiers, un message crypté arriva de son contact à Norfolk. Logs Cats complet, 4 rues, 382 noms, 69% non blancs, 68% sans antécédents. Attention, il surveille. Julien ouvrit les données. Des colonnes, des chiffres, des vies réduites à des étiquettes. Adèle apparaissait 23 fois, son dossier annoté, résistance passive, non-conformité sociale. Il serra les poings, son souffle court. Résistance passive. Pour avoir marché la tête haute, pour avoir refusé de plier sous les regards accusateurs. Il copia les fichiers sur une clé sécurisée, ses gestes mécaniques, comme un soldat chargeant son arme avant une bataille. Le procès s'ouvrit dans un tribunal au mur froid, où l'air sentait la cire et le papier ancien. Camille Laurent, l'avocate, une femme aux yeux de feu et aux tresses serrées, portait l'affaire comme une mission divine. Elle avait reçu des menaces, des lettres anonymes, des appels dans la nuit, mais elle avançait, imperturbable. Adèle Martin n'était pas une menace, déclara-t-elle à l'audience, sa voix claire, comme une lame traversant le brouillard. Elle était une femme de 72 ans, une infirmière militaire décorée, une mère, une voisine, et elle a été exécutée pour le crime d'être noire. Elle aligna les preuves, la vidéo de Léo, les documents de Sophie, les logs de Katz, les plaintes d'Adèle. Chaque pièce tombait comme un coup de marteau, faisant trembler la salle. Victor Durand, sur le banc des accusés, semblait rétréci, ses épaules voûtées, ses yeux fuyants. Il n'était plus le jeune officier arrogant, mais un homme confronté à son propre reflet, un miroir qu'il ne pouvait briser. Léo fut appelé à témoigner. Il monta à la barre, sa caméra serrée contre sa poitrine, comme un bouclier. Ses mains tremblaient, mais sa voix, claire, portait la vérité d'un enfant qui n'a pas encore appris à mentir. « J'ai vu Madame Martin, » dit-il, ces mots simples, déchirants. Elle était sur son perron, avec un sac poubelle. Elle n'a rien fait. L'officier a crié, puis il a tiré. Il baissa les yeux, mais sa voix ne faiblit pas. Camille projeta la vidéo. La salle se figea. Adèle, droite, immobile, face à Durand. Le cri, le tir, la chute. Un juré, un homme âgé aux lunettes épaisses, serra les lèvres, ses doigts crispés sur un carnet. Une femme, plus jeune, détourna le regard, une larme roulant sur sa joue. Léo quitta la barre,
ses pas lourds, mais son visage portait une dignité nouvelle, comme s'il avait offert à Adèle une part de justice. Madame Clara témoigna à son tour. Sa canne frappait le sol, un rythme lent, solennel. Elle s'assit, ajusta ses lunettes, fixa le jury. Adèle était mon amie, dit-elle, sa voix fragile mais ancrée, comme une racine dans la terre. Elle m'a appris à tenir tête, à ne pas baisser les yeux, même quand il fouillait son sac, même quand il la suivait dans la rue. Elle disait « Clara, l'injustice n'a de pouvoir que si on la laisse faire. » Elle se tourna vers Durand, ses yeux perçants. « Vous avez pris sa vie, mais pas son âme. » Un silence se suivit, si dense qu'il semblait tangible. Julien, au fond de la salle, sentit une chaleur dans sa poitrine. Pas de la colère, mais une fierté douce, amère. Clara, avec ses mots simples, avait fait ce qu'aucune arme ne pouvait. Elle avait ressuscité Adèle. Le verdict tomba après 4 jours de délibération. Victor Durand fut condamné pour homicide volontaire, sans circonstances atténuantes. Le programme CATS fut suspendu, une enquête fédérale lancée. La salle n'explosa pas en cris, mais en murmures, en soupirs, comme si un fardeau ancien s'était allégé. Camille serra la main de Julien, ses yeux brillants. « Ce n'est qu'un début, » murmura-t-elle. Julien hocha la tête, son regard ailleurs. Il savait que le système, blessé, n'était pas vaincu. Il se reformerait, trouverait de nouveaux noms, de nouvelles excuses. Mais ce jour-là, Adèle avait gagné, et avec elle, tous ceux que le système avait tenté d'effacer. Un mémorial fut érigé dans le jardin d'Adèle, un banc en bois gravé de son nom. Adèle Martin, celle qui n'a jamais baissé la tête. Pas de statue, pas de grandiloquence, juste un lieu où le quartier pouvait se retrouver. Les voisins y venaient, déposaient des fleurs, des bougies, des lettres pliées. Clara s'y asseyait chaque matin, sa canne posée à côté, parlant à Adèle comme si elle était là, riant parfois d'une vieille blague partagée sur le porche. Léo, sa caméra toujours en main, filmait les passants, les enfants jouant, les silences pleins de mémoire. « Pour qu'on se souvienne », disait-il, sa voix plus forte, plus assurée. Sophie, suspendue du département mais libérée d'un poids, passait parfois, posait une main sur le banc, murmurait quelque chose, comme une prière ou une promesse. Étienne continuait d'écrire, transformant chaque histoire du quartier en un hommage à la résilience. Ses articles, lus bien au-delà d'Atlanta, portaient une élégance discrète, comme s'il écrivait pour un café parisien où l'on débattait de justice entre 2 gorgées d'expresso. « Adèle Martin n'est pas un cas isolé », écrivait-il. « Elle est le miroir d'une société qui doit choisir entre l'ordre et l'humanité. » Péjameillé. Ça. Ces mots inspiraient, non pas des foules hurlantes, mais des consciences éveillées, des lecteurs qui, dans le silence de leur salon, se demandaient « Et moi, qu'aurais-je fait ?» Julien, lui, s'effaça. Une nuit, après avoir rangé les affaires d'Adèle, il boucla son sac, prit son carnet, son enregistreur. Il laissa une note sur la table. La maison attendra. Pas d'adieu, pas de cérémonie. Il disparut, comme une ombre qui n'a plus besoin de lumière pour avancer. Certains disaient qu'il était parti à Norfolk, d'autres qu'il traquait d'autres injustices, dans d'autres villes, sous d'autres cieux. Clara, en posant une rose sur le banc, sourit. « Il fait ce qu'Adèle aurait voulu », murmura-t-elle, son regard perdu dans le ciel. Léo, en filmant le banc, captura un éclat de soleil, comme un signe d'Adèle, un clin d'œil depuis l'au-delà. Le quartier changea, pas dans le bruit, mais dans les silences. Les portes restaient ouvertes plus longtemps, les regards s'attardaient, les voix s'élevaient là où elles se taisaient autrefois. Adèle n'était plus un nom sur une plainte ignorée. Elle était une idée, une flamme qui brûlait dans chaque cœur, dans chaque geste. Et Julien, où qu'il soit, portait cette flamme dans l'ombre, comme un soldat qui sait que la guerre ne finit jamais, mais que chaque bataille laisse une trace. Un soir, Clara s'assit sur le banc, une photo d'Adèle à la main. Elle la regarda, sourit, murmura « Tu avais raison, ma vieille. »
La vérité ne demande pas la permission. Ta- Une brise passa, légère, comme une caresse. Quelque part, dans une ville sans nom, Julien écoutait son enregistreur, la voix d'Adèle emplissant l'air. Où que tu ailles, cette maison t'attendra. Il ferma les yeux, non pour dormir, mais pour se souvenir. Car la mémoire, comme la justice, était un combat sans fin, un acte de foi dans un monde qui, malgré tout, pouvait changer. Lire. L'écho d'une voix silencée est comme plongé dans un miroir où se reflètent les ombres et les lumières de notre humanité. Cette histoire, ancrée dans le drame d'Adèle Martin et la quête de justice de son fils Julien, ne se contente pas de raconter une tragédie. Elle nous interpelle, nous pousse à questionner nos silences face à l'injustice. Avec une sensibilité qui résonne avec la culture française, celle de la réflexion profonde, de la responsabilité individuelle et de l'élégance dans l'expression des vérités douloureuses. Ce récit offre des leçons universelles, applicables à nos vies quotidiennes. D'abord, l'histoire d'Adèle m'a frappé par sa dignité. Cette femme, ancienne infirmière militaire, incarne une force tranquille, celle qui refuse de plier sous le poids des préjugés. Elle ne baisse jamais les yeux, même face à l'oppression. Cette attitude, si simple mais si puissante, est une invitation à cultiver notre propre courage. Dans nos vies, combien de fois nous taisons-nous par peur du jugement ou par confort? Adèle nous enseigne qu'être digne, c'est oser exister pleinement, même quand le monde nous demande de disparaître. Appliquer à la vie, cela signifie défendre nos valeurs, dire non aux injustices petites ou grandes, qu'il s'agisse d'un commentaire raciste ignoré ou d'une injustice au travail. La dignité n'est pas bruyante, elle est un choix silencieux, mais ferme. Ensuite, Julien, avec sa quête méthodique, illustre le pouvoir de la persévérance. Ancien soldat, il ne cède ni à la colère ni au désespoir, mais transforme sa douleur en action. Sa discipline, presque monastique, rappelle la philosophie française de l'engagement raisonné, celle que l'on retrouve chez des penseurs comme Camus, qui prônaient une révolte lucide face à l'absurde. Julien ne cherche pas la vengeance, mais la vérité, et c'est là sa force. Dans nos vies, nous pouvons tirer de lui une leçon essentielle. Face aux obstacles, il ne suffit pas de réagir impulsivement. Il faut réfléchir, planifier, agir avec précision. Que ce soit dans nos projets professionnels, nos relations ou nos combats personnels, cette persévérance méthodique peut transformer un échec apparent en une victoire durable. Un autre enseignement vient des personnages secondaires comme Clara, Léo et Sophie. Ils représentent la communauté, ce tissu fragile mais vital qui soutient toute lutte. Clara, avec sa mémoire et sa tendresse, incarne la transmission. Léo, avec sa caméra, symbolise le regard de la jeunesse. Sophie, en brisant son propre silence, montre que le changement peut venir de l'intérieur. Ensemble, ils rappellent que personne ne combat seul. En France, où la notion de solidarité est ancrée dans l'histoire, des cafés philosophiques aux manifestations pour les droits, cette idée résonne profondément. Appliquons cela en soutenant ceux qui luttent, en écoutant les voix marginalisées, en osant être le maillon d'une chaîne plus grande. Un simple geste, une conversation, un don, une signature peut faire écho. Enfin, le mémorial d'Adèle, un banc gravé de son nom, m'a touché par sa simplicité. Pas de statue grandiose, mais un lieu de mémoire, de rencontre, de vie. Cela reflète une valeur française, l'élégance dans la retenue, la force des symboles discrets. Ce banc nous invite à créer, dans nos propres vies, des espaces de mémoire et de justice. Peut-être est-ce un journal où noter nos combats, une conversation avec un proche sur les injustices ou un engagement bénévole. Ces petits actes, comme des pierres posées sur un chemin, construisent un avenir plus juste. Ce récit, dans sa profondeur et sa nuance, nous rappelle que la justice n'est pas un cri, mais un murmure persistant. Il nous pousse à être des Adèle, des Julien, des Clara, à refuser l'indifférence, à agir avec courage et solidarité. Comme le disait Victor Hugo, « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ».
Luttons, non pas avec violence, mais avec la force de nos convictions, la précision de nos actions et la chaleur de nos communautés. Si cette histoire vous a touché, si les leçons d'Adèle et Julien résonnent en vous, agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues. Chaque partage amplifie la voix de ceux qui luttent pour la justice. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci. Et laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris ou partagez une expérience où vous avez défendu une cause juste. Ensemble, faisons de ces récits des ponts vers un monde meilleur. Merci et à bientôt.